En début d'année, combien d'experts m'ont dit oui, on va vers la parité euro-dollar. Depuis maintenant quelques jours, on part dans l'autre sens, le dollar qui s'effrite. 5% de sa valeur perdue en un mois face à l'euro. On est au-delà des 1,09 au moment où je vous parle. Et l'index dollar, c'est la valeur pondérée en fait, du billet vert face à 6 grandes monnaies mondiales, qui a également perdu en quelques semaines 5%. C'est un recul qui est quand même rapide et qui est significatif sur le marché des changes et qui mérite qu'on en parle avec vous, Pierre. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Est-ce que tout ça, c'est le résultat, je ne sais pas si c'est le mot agitation, mais en tout cas de Donald Trump et de tout ce qui a été annoncé en termes de politique économique, commerciale et de droits de douane, tout ça commence à faire effet, on l'a dit, on l'a commenté à Wall Street, Nasdaq a baissé, tous les indices boursiers américains sont dans le rouge et plus bas qu'au moment de l'élection de Donald Trump. Voilà, est-ce que maintenant, Wall Street, le dollar aussi, ça baisse de concert? Alors, pour le coup, vous évoquez un sujet qui est peut-être le plus difficile à appréhender, c'est celui des taux de change, parce qu'il est multifactoriel. Il est véritablement, là vous êtes face à, on n'est pas sur des obligations, des actions ou autres, on est vraiment sur un nombre de facteurs influençant l'évolution des taux de change qui est relativement élevé. Premier élément, prendre un petit peu de hauteur tout de même, puisqu'effectivement le recul du dollar en fait récent, c'est même plus que ça, c'est vis-à-vis de l'euro, on va dire, l'euro a rebondi de plus de 7% maintenant depuis le 13 janvier dernier, donc c'est vraiment pour le coup un segment bien sûr le point bas, relativement important. En même temps, en fait, celui-ci avait reculé de 8% de fin septembre jusqu'au 13 janvier. Donc on va dire, à la case départ. C'est souvent, je dirais, c'est plutôt l'illustration du fait que les marchés, dans leur ensemble, sont très anticipateurs. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit, et pour le coup, je fais partie de ceux qui pensent en fait que le dollar devrait s'apprécier au moins dans un premier temps, donc au cours des mois à venir. Mais une partie en fait de cette hausse avait probablement été déjà pricée par les marchés en amont de l'élection de Donald Trump, puisque le point haut du dollar arrive entre guillemets autour de mi-janvier. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc je rappelle tout de même en fait que les raisons qui font que normalement une monnaie monte ou une monnaie baisse, c'est que théoriquement, les fondamentaux américains devraient amener le dollar à baisser. Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie monte ou baisse? C'est tout simplement l'offre et la demande de cette monnaie au niveau mondial. Théoriquement, ça se fait à travers l'évolution en fait, de la balance commerciale. Si j'exporte plus que je n'importe, ça veut dire concrètement que plus de gens achètent des produits ou des biens qui sont fabriqués en fait dans mon pays, et donc naturellement, s'il y a une forte demande de choses qui sont produites chez moi et il y en a moins en fait en face, normalement la monnaie s'apprécie, et en face, on ne s'apprécie pas tout seul, on s'apprécie toujours vis-à-vis d'une autre monnaie, celle d'en face en fait se déprécie. Ça veut dire que aujourd'hui, on a un déficit commercial qui est chronique, qui est structurel, qui n'est pas en fait de la même origine que par le passé aux États-Unis. Avant, c'était beaucoup plus en fait associé à de l'énergie, à des matières premières. Aujourd'hui, ça l'est moins. C'est plus associé en fait à des biens, notamment en provenance de Chine, entre autres. Mais aujourd'hui, on est face à une balance commerciale qui est structurellement négative. Théoriquement, ça devrait faire baisser le dollar. Sauf que, et la raison en fait de l'augmentation des droits de douane, c'est essayer de résorber finalement ce déficit commercial, parce que naturellement, ça devrait se faire à travers une baisse du dollar, sauf que on est aussi face dans un monde en fait, dans lequel on a la libre circulation des capitaux. Et je dirais, en dépit de ce déficit commercial qui devrait pousser le dollar à la baisse pour simplement rééquilibrer les choses, à travers l'offre et la demande des biens et services qui sont produits dans chacun des pays, eh bien, par ailleurs, il se trouve que le dollar, ce n'est pas que des biens et services qui sont produits dans ce pays-là, c'est aussi un symbole, une valeur associée à une monnaie qui fait figure aujourd'hui de monnaie de référence dans les transactions au niveau international et surtout une monnaie de réserve, à savoir que grosso modo, les États-Unis, ça exprime d'ailleurs cette incohérence entre l'évolution des taux de change par rapport à la balance commerciale, elle exprime une chose simple, c'est qu'aujourd'hui le caractère hégémonique de l'économie américaine reste, et d'ailleurs pas qu'économique d'ailleurs, reste aujourd'hui omniprésent, et ça explique pourquoi finalement le taux de change reste suffisamment élevé ou aussi élevé en dépit du fait qu'on est en fait face à un déficit commercial qui devrait naturellement faire baisser le dollar. Après, est-ce qu'il y a aussi une espèce de stratégie de la part de l'administration Trump à vouloir délibérément, c'est ce que disent certains experts, faire baisser le dollar pour soutenir cette agressivité tarifaire américaine? C'est vrai que si la devise du pays qui doit frapper de droits de douane baisse, les tarifs douaniers de Trump ne servent à rien. Ça, on l'a largement commenté ici. Après, laisser le dollar se déprécier, ça permet aussi de réduire le déficit commercial américain en augmentant les exportations américaines. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une volonté
caché, non assumé Alors, de Trump de faire baisser le dollar? Pour le moment, en fait, il ne monte pas ni ne baisse. C'est-à-dire qu'on est grosso modo depuis janvier 2023 entre 1,05 et 1,10 par rapport à l'euro. On est à 1,09 aujourd'hui. Il y a 3 mois, on devait être à peu près au même niveau. Donc, grosso modo, on reste en fait dans la même fourchette, ce qui est idéal pour l'administration américaine. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si le dollar ne monte pas, tel qu'on aurait pu l'imaginer au départ, comme c'est déjà arrivé dans les années 80. La première partie des années 80, je le rappelle, on l'avait déjà évoqué ensemble, les États-Unis sont frappés par les mêmes maux, un déficit commercial qui est structurel. Les autorités essayent, entre guillemets, de lutter contre celui-ci, donc à travers tout un tas de mécanismes qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que tous ces mécanismes sont annihilés parce que justement à l'époque, le dollar ne cesse de monter. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, si votre monnaie monte, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à résorber un déficit commercial. C'est impossible. C'est vraiment l'arme de destruction massive qui permet d'équilibrer ou non les échanges de biens et de services. C'est l'intérêt de Trump ou pas d'avoir un dollar faible, plus Eh faible? bien, à terme, il sera obligé. S'il veut véritablement résorber son déficit commercial, il n'y a pas d'autre solution et d'autre choix que de faire baisser sa monnaie. Tout le reste, en fait, c'est de la com. Ça ne fonctionnera pas. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'à l'époque, c'est déjà arrivé, comme je l'évoquais au début des années 80, les autorités américaines essaient finalement de résorber leur déficit commercial, n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'en contrebalancement, on va dire, des décisions qui sont prises, le dollar ne cesse de monter. Donc vous avez compris concrètement, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez augmenter les droits de douane, mais si votre monnaie monte, eh bien les gens ont moins d'argent pour acheter les biens que vous fabriquez et inversement, voilà, vous en avez toujours plus pour acheter ce qui est fabriqué ailleurs en dépit de l'augmentation des droits de douane. Donc tout ça est annihilé jusqu'à quand? Les accords du Plaza en 1985, puis les accords du Louvre en 1987, où là, Pour faire baisser ce le sont dollar. les autorités monétaires, les autorités américaines qui tordent le bras de leurs partenaires à l'époque japonais Japon, ouais. et allemands. On est au même niveau. Est-ce que le dollar aujourd'hui est au même niveau que le dollar en 1900? Ah, c'est une bonne question. En termes de 85. valeur absolue, Ouais. je pense qu'on n'est pas très loin. Je pense qu'on n'est pas très loin. Mais pour le coup, il faudra le vérifier. Ouais, ouais. J'ai la courbe en tête, mais je ne Quels sont les me leviers rappelle de pas. Trump s'il veut faire baisser le dollar? C'est faire S'il pression le- sur la Fed, évidemment, pour qu'elle baisse ses taux, pas seulement. Alors ça sera du court terme, comme on peut le constater aujourd'hui. D'une certaine manière, en fait, juste pour revenir quand même à l'épisode où on a fait 2 pas en avant jusqu'à mi-janvier, et depuis on recule. Pourquoi? Quand même un élément, les perspectives en fait quand même de cesser le feu entre la Russie et l'Ukraine, naturellement ça élimine une partie de la prime du risque sur les actifs européens tout de même, parce que l'Europe est quand même relativement proche de cela et on pouvait considérer que ça pesait sur la monnaie unique. Deuxièmement, les signaux de ralentissement économique interne aux États-Unis, dans la tête des gens, les gens font vite le mécanisme, voilà, le mécanisme classique. Si ça ralentit économiquement aux États-Unis, ça veut dire que les taux vont baisser. Or, beaucoup de gens, en fait, pensaient que la Réserve fédérale américaine ne baisserait pas ses taux. Ça veut dire qu'on en creuerait un décalage entre les niveaux de taux d'intérêt américains élevés versus des niveaux de taux d'intérêt européens qui baisseraient. Donc ça, naturellement, c'était plutôt défavorable à l'euro. Aujourd'hui, les gens voient que les États-Unis sont susceptibles de ralentir. Donc ça veut dire tout simplement, ils font le calcul tout bête, ce qui est déjà ce qu'on a observé, que les taux américains vont eux aussi baisser, ce qui fait qu'il y aura moins d'écart entre les taux européens et les taux américains. Donc ça explique à court terme pourquoi finalement, vous voyez, il y a un rebours, il y a un changement. Mais plus fondamentalement, il n'y a rien qui permettra en fait de faire baisser le dollar, si ce n'est véritablement un effondrement américain, mais on n'y croit pas. Parce que Trump lui-même, est-ce que lui-même, de part, comment dire, l'incertitude qu'il génère, une prime de risque politique, non. Non, parce on que voit encore une fois sur les actifs boursiers. Oui, mais les actifs boursiers, en fait, tout est relatif. Vous ne pouvez pas, en fait, regarder uniquement une partie, en fait, de la montagne en annihilant ou en oubliant, en fait, l'autre partie qui a précédé. Oui, à savoir qu'en fait, ce n'est qu'un reflux. Alors, évidemment, quand vous êtes monté très, très haut, et on l'avait déjà expliqué ensemble, à ces niveaux de valorisation-là, il suffit d'avoir quelques inquiétudes pour que les gens s'en servent de prétexte, pour qu'ils débouclent leur position. Mais là, vraiment, la question fondamentale, c'est est-ce que les gens débouclent leur position pour toujours ? Ou est-ce que les gens débouclent leur position parce qu'ils étaient mal à l'aise avec les niveaux qui ont été atteints et à partir de quand ils sont plus à l'aise avec les niveaux en fait, qui sont obtenus? La réalité aujourd'hui, là vous évoquez la bourse américaine, c'est qu'en fait on est face finalement à une respiration, 8-9% sur la S&P 500, même dans les marchés haussiers. Et ça, il faut l'avoir en tête depuis un siècle. Dans tous les marchés haussiers américains, les mouvements de hausse, c'est en général un segment de hausse de 20% sans respiration et une respiration de moins 7%. Le tourbillon erratique Trump peut-il envoyer le dollar au tapis? La réponse est non. La réponse est non, elle est claire. En tout cas, ce n'est pas du tout en fait notre scénario. Au contraire, même, j'ai envie de dire qu'à ces niveaux-là, honnêtement, il est intéressant de resensibiliser les portefeuilles au dollar, parce que ce que je viens d'évoquer, c'est que tous les éléments qui faisaient que on pouvait penser que le dollar allait continuer de monter, mais aujourd'hui, les investisseurs l'ont intégré. Donc c'est déjà, j'ai presque envie de dire, dans les cours à 1,09. Ça, c'est le premier point. Ce qui amènera le dollar à baisser fondamentalement, c'est aux mêmes causes, les mêmes effets, c'est quand les autorités américaines auront compris qu'elles ne peuvent rien faire
sans une vraie orchestration de la baisse du dollar pour résorber leur déficit. Il faudra tordre le bras de la BCE. Évidemment, mais comme c'est déjà arrivé, parce que ça m'amuse. Il y a longtemps quand même. Oui, c'était il y a longtemps, mais c'est la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont moins puissantes et moins hégémoniques qu'au milieu des années 80 ? C'est une question. C'est-à-dire que la réponse est non. Est-ce que le rapport de force aujourd'hui est plus en défaveur des États-Unis que du reste du monde ? C'est amusant. Enfin, où est-ce que c'est amusant ou triste ? Je ne sais pas, mais il faut être lucide quand même sur les rapports de force en place. C'est-à-dire que quand vous parlez du Canada, quand vous parlez du Mexique, en réalité, c'est des pays qui sont totalement dépendants des États-Unis. Alors vous pouvez faire de la com et dire que vous allez répondre finalement aux mesures qui sont prises par les États-Unis, mais quand vous avez 80-90% de vos exportations qui sont à destination des États-Unis, c'est mort. L'acier et l'aluminium canadien par rapport Oui, mais d'une certaine manière, c'est mort. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, le rapport de force, il est en faveur des États-Unis. Non, j'ai presque envie de vous dire que, par définition, dans le schéma international, en fait, le dollar continuera de monter comme c'est déjà arrivé. Là, on est face en fait à 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais on n'est pas sur une inversion de tendance. L'inversion de tendance, elle sera provoquée par les Américains eux-mêmes. Quand ils orchestreront, ils tordront le bras, comme ça a été le cas à l'époque. Et je rappelle quand même que le conseiller économique principal l'a écrit, Stéphane Mirand, aux États-Unis, a bien écrit cette chose-là, en faisant ce parallèle avec les accords finalement du Plaza, donc avec les perspectives en fait de reconstruction d'un accord similaire qui pousseront les banques centrales étrangères et les étrangers à vendre leurs avoirs américains pour permettre en fait de manière orchestrée la baisse du dollar et in fine de faire regagner en compétitivité au niveau international l'industrie américaine. Ça finira comme cela, c'est obligé. Alors attention, parce que autant je vous dis qu'à 1,09 il est intéressant de resensibiliser en dollars. Oui. Faut être cohérent. Autant le jour où ça arrive, rappelez-vous tout de même qu'entre 1985 et 1990, alors que les États-Unis ne sont pas en train de s'effondrer, le dollar par rapport au yen ou par rapport au benchmark a perdu environ 50%. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc le jour où pour le coup on est vraiment face à une volonté affirmée des autorités de faire ou d'instaurer un rapport de force avec les autorités internationales pour qu'elles vendent leurs avoirs en dollars pour permettre de véritablement faire regagner en compétitivité les États-Unis, alors là, pour le coup, en termes d'allocation d'actifs, il faut sacrément changer de braquet et il faut vraiment désensibiliser le dollar. C'est les Américains qui choisiront si le dollar baisse ou non. Quel impact ça aura sur Wall Street, pour le coup, pour les investisseurs étrangers? Alors, pour les investisseurs étrangers, naturellement, quand votre monnaie monte et que la monnaie, en fait, vous pouvez avoir ce que vous voulez, il ne faut pas d'actifs américains dans ces cas-là. Il ne faut pas d'actifs libellés en dollars si jamais vous êtes dans une perspective où les taux de change baissent de 30 à 50%. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, aujourd'hui, si vous êtes un Américain, vous êtes bien heureux d'avoir acheté des produits de taux, des obligations depuis le début de l'année, qui font plus 4%, les obligations américaines, mais en dollars. Alors que les marchés, en fait, eux ont reflué, les marchés financiers ont reflué. Sauf que si vous êtes un Européen et que vous avez des obligations américaines, eh bien ce 4% a été mangé, a été rogné par l'effet change que vous avez perdu entre-temps. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et vous avez raison d'aborder ce sujet-là. Moins aujourd'hui, le plus 7, moins 8, à la limite, on est toujours à peu près dans les mêmes eaux. Mais dans les trimestres à venir, peut-être pas dans les mois, mais dans les trimestres à venir, la question des changes sera absolument déterminante pour savoir s'il faut ou non déboucler la sensibilité des portefeuilles en actifs en dollars, alors que c'est peut-être la seule thématique véritablement qu'il a emporté et qui a tout emporté sur son passage depuis maintenant bien longtemps. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.